que Joël n'avait jamais réussi à faire partir. Joël est remarqué dans le miroir de l'ascenseur et j'y ai pensé que c'était approprié. Tout ce que je possédais avait une tâche maintenant, pas le genre que l'on peut frotter pour faire disparaître. Joël m'appelle Gérard Vasseur. J'y ai 65 ans. J'y avais l'habitude de construire des choses, des ponts, des viaducs, le genre des infrastructures qui maintiennent une ville debout sans que personne ne remarque leur présence. J'y ai passé 31 ans comme ingénieur en génie civil dans un cabinet à Villeurbanne. Et pendant la majeure partie de ces années, j'y ai cru que si l'on faisait bien son travail, que l'on restait discret et que l'on gardait la tête basse, le monde nous traiterait avec justice. Je ne crois plus à cela aujourd'hui, mais j'y anticipe sur les événements. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 14e étage et je suis sorti dans un couloir qui sentait le produit de nettoyage pour moquette et le vieux papier. Une réceptionniste a levé les yeux et a souri de la façon dont les gens sourient quand ils sont payés pour le faire. J'y ai donné mon nom. Elle m'a dit de prendre place. Je me suis assis sur une chaise près de la fenêtre et j'y ai regardé le port fluvial, l'eau grise, les usines au loin, la fumée s'élevant dans un ciel de février qui ne savait pas s'il voulait neiger ou non. J'y avais grandi à 40 minutes de cette ville. J'y en connaissais l'odeur industrielle et tenace. J'y étais en avance. Joël était toujours. Je me suis assis là et j'y ai pensé à ma fille. Elle s'appelle Clémence. Elle avait 33 ans ce matin-là et elle ne m'avait pas adressé la parole depuis 4 ans. Pas un appel téléphonique, pas un SMS, pas même une réponse à la carte des anniversaires que je lui envoyais chaque année, celle que je signais toujours en écrivant « Je t'aime, papa ». Même quand je savais qu'elle les jetait sans les ouvrir, je continuais à les envoyer parce que je ne savais pas quoi faire des autres, parce que m'arrêter revenait à accepter que je méritais d'être effacé. La dernière chose qu'elle m'a dite il y a 4 ans, debout dans l'allée de la maison que je possédais autrefois à Annecy, était celle-ci. Tu lui as tout pris et ensuite tu nous as tout pris. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Elle parlait de sa mère. Elle parlait de ma femme Danielle. Daniel était décédé 14 mois avant cette conversation dans une chambre de soins palliatifs à l'hôpital de la Croix-Rousse, avec Clémence lui tenant une main et une infirmière tenant l'autre. Je n'étais pas là. Je ne pouvais pas l'être. C'est une phrase compliquée et je vais l'expliquer. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose à propos de Daniel. Danielle Vasseur était la personne la plus capable que j'y ai jamais connue. Elle était experte comptable et était devenue la directrice financière d'une entreprise industrielle de taille moyenne à Saint-Priest. Elle était organisée d'une manière que peu de gens le sont, pas de façon obsessionnelle, pas de façon rigide, mais avec une sorte de maîtrise tranquille qui faisait que tout autour d'elle fonctionnait mieux simplement par sa présence. Elle prenait des décisions comme un chirurgien fait des incisions, nettes, délibérées et avec une pleine compréhension des conséquences. Elle portait aussi, pendant les 6 dernières années de sa vie, un secret que je l'ai aidé à porter. Et ce secret est la raison pour laquelle j'y étais assis dans ce cabinet des avocats à Lyon, seul avec une tache d'encre sur ma manche, attendant un rendez-vous que je redoutais et dont j'y avais besoin dans la même mesure. Laissez-moi vous raconter comment cela a commencé. Au printemps, il y a 15 ans, l'entreprise de Daniel a traversé ce que son conseil d'administration a appelé une restructuration stratégique. Ce que c'était en réalité, et elle me l'a raconté par morceaux au cours de plusieurs soirées à notre table de cuisine, ses mains serrées autour d'un bol de thé qui finissait par refroidir, était un effondrement financier que son prédécesseur avait orchestré et dont elle avait hérité. Lorsqu'elle a pris ses fonctions de directrice financière, elle a découvert des comptes qui avaient été manipulés pendant des années, des paiements acheminés par des sociétés écrans, des contrats antidatés, le genre de choses qui, lorsqu'elle s'effondre, retombe sur la personne assise dans le fauteuil, peu importe qui a mis la pourriture dans les murs. Elle a su immédiatement qu'il y aurait une enquête. Elle savait que le conseil d'administration aurait besoin de quelqu'un à tenir pour responsable et elle savait que sa signature figurait sur des documents dont elle avait hérité sans avoir effectué un audit complet, une erreur, m'a-t-elle dit. Qu'elle avait commise au cours des 60 premiers jours parce qu'elle avait fait confiance au système déjà en place. Je ne l'ai pas fait, m'a-t-elle dit un soir, mais je ne peux pas prouver que je ne l'ai pas fait. Pas complètement. Pas d'une manière qui ne nous détruira pas financièrement au passage. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire qu'une défense juridique complète, des experts comptables judiciaires, des dépositions, toute la machine du contentieux des entreprises coûterait plus que ce que nous possédions. Nous avions la maison, nos économies, ses cotisations de retraite, mon salaire. Nous étions à l'aise,
mais pas riche. Nous avions encore les frais de scolarité de Clémence devant nous. Et Daniel avait déjà consulté un avocat en privé qui lui avait dit que même un défendeur innocent dans une affaire complexe de fraude financière pouvait dépenser plus de 350 000 € en frais de justice avant que ce ne soit terminé. Et s'il tranche contre moi malgré tout, a-t-elle dit, nous perdons tout. Clémence perd tout. Je suis resté avec cette pensée pendant longtemps. Ce qui s'est passé ensuite était mon idée. Je veux être tout à fait clair là-dessus. Daniel ne m'a pas demandé de le faire. En fait, quand je l'ai suggéré pour la première fois, elle m'a dit que j'y étais ridicule. Et puis elle a pleuré, et puis elle m'a dit à nouveau que j'y étais ridicule. Le conseil des administrations de l'entreprise allait engager une action civile pour manquement à l'obligation de loyauté. Il pouvait être démontré que la directrice financière avait eu connaissance des irrégularités et elle n'avait pas réussi à les signaler, non pas qu'elle ait commis la fraude elle-même, juste qu'elle ait su et soit restée silencieuse, c'était suffisant pour un jugement civil. La barre pénale était plus haute et le procureur n'avait aucun intérêt à poursuivre ce qui revenait à un litige comptable entre une entreprise et ses anciens dirigeants. Ce que j'y ai proposé était ceci. Je dirais que j'y avais accédé à ses fichiers de travail à la maison, que j'y avais eu connaissance des irrégularités comptables, qu'elle m'avait en fait part de ses inquiétudes et que je l'avais conseillé incorrectement, égoïstement. De rester silencieuse parce que je m'inquiétais pour notre stabilité financière. En d'autres termes, je me porterai partie nommée dans l'action civile. Je partagerai la responsabilité. En termes pratiques, cela signifiait que tout jugement civil serait partagé. Cela signifiait que les avocats de l'entreprise devraient diviser leur attention. Cela signifiait que l'exposition individuelle de Daniel était réduite de près de moitié. Cela signifiait aussi que je devais démissionner de mon cabinet. Aucun cabinet des ingénieries en France ne garderait dans son personnel un homme qui était un défendeur désigné dans une affaire de faute financière des entreprises. Peu importait que ce soit civil et non pénal. Peu importait que je ne sois pas réellement coupable de quoi que ce soit, si ce n'est d'avoir inventé une histoire. Les conséquences professionnelles étaient les mêmes. J'y ai démissionné en juin. J'y ai dit à mes associés que j'y avais des affaires personnelles à régler. Je n'ai pas donné des explications. Ils étaient perplexes. Et puis, assez rapidement, ils sont passés à autre chose. Les gens le font. L'affaire civile a traîné pendant 2 ans. Finalement, un accord transactionnel a été conclu. Pas des admissions de responsabilité, un règlement structuré payé sur nos actifs communs. Nous avons perdu la maison des Annecy. Nous avons perdu la majeure partie de nos économies. Daniel a gardé sa retraite intacte parce qu'elle était légalement protégée. J'y ai techniquement gardé mon diplôme des ingénieurs, mais il n'y avait nulle part où l'utiliser. À 51 ans, j'y ai recommencé à zéro. Des contrats de prestation, principalement des inspections de ponts pour de petites communes. Juste assez pour payer le loyer d'un appartement de 2 pièces à Villeurbanne qui ne ressemblait en rien à la vie que nous avions construite ensemble. Daniel n'a jamais dit à Clémence ce qui s'était réellement passé. C'est la partie sur laquelle j'y ai eu le plus de temps pour réfléchir, et je n'ai toujours pas de réponse nette sur le pourquoi. Daniel croyait, je pense, que la vérité était trop compliquée. Que dire à Clémence que son père avait sacrifié sa carrière pour sa mère créerait un fardeau d'un autre genre, une culpabilité que Clémence porterait concernant la vie qu'elle avait eue, et l'université que nous avions payée, le mariage auquel nous avions contribué. Daniel ne voulait pas que Clémence se sente responsable. Et elle a donc laissé Clémence croire à l'histoire la plus simple, celle que son père avait commis une erreur d'inattention au travail, que les pertes financières étaient de sa faute, que la vie confortable qu'ils avaient eue avait été démantelée par mon imprudence. Je ne me suis pas battu contre cela. C'est aussi quelque chose avec lequel j'y ai dû vivre. Je ne me suis pas battu parce que Daniel m'avait demandé de ne pas le faire, parce qu'elle était déjà malade à ce moment-là. Le diagnostic de cancer du sein est tombé 18 mois après le règlement de l'affaire et parce que je n'avais pas le cœur de la contredire alors qu'elle se battait pour sa vie. Et puis, très vite, il est devenu trop tard. Daniel est décédé en novembre, 11 ans après que nous ayons conclu notre arrangement. Clémence a été dévastée de la manière dont on est quand on perd un parent qui était aussi notre pilier. Et son chagrin s'est transformé, dans les semaines suivant les funérailles, en quelque chose qui est retombé entièrement sur moi. Je me suis assis en face d'elle dans le salon de sa maison à Grenoble. Elle s'était mariée avec un homme bien, un professeur des écoles nommé Philippe. Et elle m'a dit qu'elle me reprochait le stress de sa mère, l'effondrement financier de notre famille,
les années de privation et les Noëls difficiles, le fait que Danielle soit morte sans avoir la retraite qu'elle méritait. Elle s'est tuée au travail à cause de ce que tu as fait, a dit Clémence. Et maintenant elle est partie. J'y ai ouvert la bouche. J'y ai pensé à lui dire. Je suis passé très près de le faire, mais j'y avais fait une promesse à Danielle. Et Danielle n'était pas là pour m'en libérer. Alors j'y ai hoché la tête et je suis parti. Et je suis rentré à Lyon dans l'obscurité et je suis resté assis dans mon appartement pendant très longtemps, sans rien faire de particulier, existant simplement dans le silence spécifique d'un homme qui a choisi d'être mal compris parce que l'alternative coûte plus cher qu'il ne peut le calculer. Pendant 4 ans, j'y ai vécu de cette façon. J'y ai honoré mes contrats. J'y ai mangé simplement. Je me suis promené le long des quais du Rhône le soir et j'y ai regardé les péniches. J'y ai envoyé à Clémence des cartes des anniversaires qu'elle n'a jamais ouvertes. J'y ai souvent pensé à elle, à Philippe et aux petits-enfants que je soupçonnais de ne jamais rencontrer. J'y ai pensé à Danielle. J'y ai pensé à la maison des Annecy, à la table de la cuisine et au bol de thé refroidissant. J'y ai pensé à savoir si j'y avais fait la bonne chose. Je ne le sais toujours pas. Je pense que c'est peut-être la chose la plus honnête que j'y ai dite jusqu'à présent. La lettre est arrivée un mardi de janvier, 8 semaines avant ce fameux matin dans le cabinet des avocats. Elle provenait d'un cabinet nommé Maître Nguyen et Associés, et elle m'informait que j'y étais cité dans les documents de succession de Danielle Marguerite Vasseur, et que j'y étais prié d'assister à une réunion le 14 février pour entendre les termes de la succession lus par l'exécuteur testamentaire. J'y ai lu la lettre 3 fois. Puis j'y ai appelé le numéro sur elle en tête et j'y ai parlé à une femme nommée Maître Nguyen, qui a confirmé que oui. Clémence et moi étions tous deux nommés et que l'exécuteur avait des instructions spécifiques concernant l'ordre dans lequel les informations seraient partagées et que je devais être présent en personne. Je n'en ai pas parlé à Clémence. Je ne savais pas si elle avait été contactée séparément. J'y ai supposé que oui. J'y ai supposé qu'elle viendrait parce que, quoi qu'il se soit passé entre nous, Danielle était sa mère et elle voudrait ce que sa mère lui avait laissé. Je n'ai pas bien dormi pendant ces 8 semaines. J'y ai marché sur les quais plus que d'habitude. J'y ai relu certains des vieux emails de Danielle. J'y en avais toujours un dossier. Des années de messages ordinaires sur les courses et l'emploi du temps, et un ou deux qui étaient extraordinaires que je gardais séparément et auxquels je revenais comme une personne revient à une page particulière d'un livre. Dans l'un des écrit 3 mois avant sa mort, elle disait « Je sais que cela n'a pas été juste pour toi. J'y essaie de réparer cela. J'y espère que tu comprendras quand le moment viendra. » Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire à l'époque. Je commençais à comprendre. Le 14 février était un jeudi, la Saint-Valentin, ce que je n'ai remarqué qu'en voyant l'étalage dans la vitrine de la pharmacie en me rendant au parking. J'y ai conduit jusqu'au centre de Lyon, je me suis garé dans un parking souterrain près de la place Bellecour et j'y ai marché jusqu'à l'immeuble de bureau dans un temps qui semblait personnellement hostile, de la neige fondue, le genre qui tombe de côté. Au moment où j'y ai atteint l'entrée du bâtiment, mes épaules étaient humides. La réceptionniste m'a donné la chaise près de la fenêtre. J'y ai regardé le fleuve et j'y ai attendu. Clémence est arrivée 12 minutes après moi. J'y ai entendu sa voix avant de la voir. Cette cadence particulière, un peu rapide, montant légèrement à la fin des phrases comme celle de Danielle. Elle parlait à la réceptionniste en donnant son nom. Puis elle s'est retournée et elle m'a vu. Elle s'est arrêtée. Elle portait un manteau gris avec le col relevé et ses cheveux sombres étaient coupés plus courts que dans mes souvenirs, et elle ressemblait à sa mère d'une manière qui m'a serré le cœur. Elle m'a regardé de la façon dont on regarde quelque chose que l'on attendait mais que l'on espérait ne pas voir là. Papa, a-t-elle dit, c'était tout. Ni chaleureux, ni froid, juste le mot compressé et prudent. Clémence, ai-je répondu. Elle s'est assise de l'autre côté de la zone des attentes. Pas à l'autre bout de la pièce, mais pas à côté de moi non plus. La distance moyenne exacte de quelqu'un qui n'a pas encore décidé. Nous sommes restés assis en silence pendant 4 minutes. J'y ai compté, plus ou moins. Puis la réceptionniste nous a appelés. La salle de réunion était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Une table rectangulaire, 6 chaises, un buffet avec une carafe d'eau et 2 verres déjà remplis. Les fenêtres faisaient face au nord-ouest et la neige tombait toujours dehors, brouillant la vue en forme grise et blanche. Maître Nguyen nous attendait. C'était une femme d'une quarantaine d'années, précise de la manière dont les avocats en succession sont précis, chaque chose à sa place.
Aucun geste inutile. Elle nous a serré la main et nous a invités à nous asseoir, puis elle s'est assise en face de nous et a placé un dossier sur la table. Merci à tous les deux d'être ici, a-t-elle dit. Je vais vous expliquer la structure de cette réunion avant de commencer. Madame Vasseur a laissé des instructions très spécifiques sur la façon dont elle voulait que cela soit géré, et on m'a demandé de les suivre dans l'ordre. Le premier document que je vais partager est une lettre. Elle vous est adressée à tous les deux et je vais la lire à haute voix en entier avant de discuter des conditions financières. Est-ce que vous comprenez tous les deux? Clémence a hoché la tête. J'y ai hoché la tête. Maître Nguyen a ouvert le dossier et en a sorti plusieurs pages manuscrites sur du papier ivoire avec l'écriture bouclée particulière de Daniel. Ma poitrine s'est serrée d'une manière que je n'avais pas prévue. Voir son écriture était comme entendre sa voix depuis une autre pièce. Cette lettre, a dit Maître Nguyen, a été préparée par Madame Vasseur et déposée dans ce cabinet 14 mois avant son décès avec des instructions pour qu'elle reste scellée jusqu'à ce que les deux parties nommées puissent être présentes simultanément. Elle était très spécifique sur le fait qu'elle ne devait pas être ouverte ou partagée sous un autre format. Elle a marqué une pause pour laisser ses paroles pénétrer. Puis elle a commencé à lire. Chers Clémence et Gérard, si vous lisez ceci, c'est que je suis parti, ce qui signifie que je n'ai plus d'occasion de vous dire ces choses en face. J'y en suis désolé. Je suis désolé pour beaucoup de choses et je veux essayer de les dire correctement parce que je les ai répétées pendant des années et je ne veux pas me tromper. Maintenant, Clémence, je dois te dire quelque chose à propos de ton père. Quelque chose que j'y aurais dû te dire avant de mourir, mais je n'en ai pas eu le courage. J'y ai choisi la voie de la lâcheté, et je l'ai choisi plus d'une fois, et ton père a payé le prix de mes choix. Je dois rétablir la vérité. La voix de Maître Nguyen était ferme et professionnelle. Elle a tourné la page. Il y a 15 ans, lorsque le conseil des administrations de mon entreprise a commencé son enquête sur les malversations financières qui ont précédé mon mandat, j'y ai eu peur d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Pas de perdre ma carrière, même si j'y en avais peur aussi, mais de perdre la vie que nous avions construite pour toi, pour notre famille. Ton père n'a pas causé l'effondrement de nos finances. Il n'a pas commis des erreurs au travail. La vérité est à l'opposé. Il a sacrifié son travail pour me protéger. Quand je lui ai expliqué la situation, l'exposition civile, les frais juridiques, le risque, il a proposé, entièrement de lui-même, de se laisser désigner comme partie co-responsable, de partager la responsabilité. Cela réduirait mon exposition individuelle et nous donnerait une chance de protéger ton avenir. Je lui ai dit que c'était ridicule. Je le lui ai dit 2 fois. Il m'a dit qu'il avait fait un calcul et que le calcul donnait le même résultat à chaque fois et qu'il n'allait plus en discuter. Il a démissionné de son cabinet. Il a perdu la carrière qu'il avait mis 30 ans à construire. Il a perdu la maison qu'il aimait et la vie qu'il avait méritée. Et il a fait tout cela discrètement sans le dire à personne parce que je lui avais demandé de ne pas le faire, parce que j'y avais honte de ce que je l'avais mis en position de faire. Et j'y avais peur que l'histoire complète te fasse te sentir coupable. Et j'y ai décidé que te protéger de la culpabilité valait plus que de protéger ton père du blâme. J'y ai eu tort. Je sais depuis des années que j'y ai eu tort. Je me disais que je te le dirais avant de mourir, que je trouverais le bon moment, puis le bon moment ne cessait de ne pas arriver et puis il n'est plus resté de moment du tout. Ton père est l'homme le plus honorable que j'y ai jamais connu. Il a passé 4 ans à être blâmé pour un échec qui était le mien. Il a passé des années avant cela à porter une humiliation qu'il a choisie délibérément par amour pour moi et pour toi. Il mérite de savoir que tu connais la vérité et tu mérites de savoir qui est réellement ton père. Il y avait plus. Il y avait 2 autres pages, des choses plus calmes, plus personnelles que Daniel disait à chacun de nous séparément et que je ne répéterai pas en entier parce qu'elles nous appartiennent et n'appartiennent à personne d'autre. Mais je dirais qu'au moment où Maître Nguyen est arrivé à la fin de la lettre, Clémence n'était plus assise dans la même posture prudente qu'elle avait prise en s'asseyant. Elle avait la main sur la bouche. Elle regardait la table. Puis elle m'a regardé. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas sûr de le pouvoir. Je vous laisse quelques minutes, a dit Maître Nguyen, et elle s'est levée et a quitté la pièce avec le tact de quelqu'un qui a appris dans cette profession exactement quand disparaître. La neige tombait toujours dehors. La carafe était entre nous sur la table. Papa, a dit Clémence. Sa voix était différente maintenant. Elle avait perdu toute la structure prudente qu'elle y avait mise dans la salle des attentes. Elle semblait plus jeune,
effrayée, et quelque chose d'autre, quelque chose qui essayait de sortir et ne savait pas tout à fait comment. Tu n'étais pas obligé, a-t-elle dit. Tu n'étais obligé de rien faire de tout ça. Je sais, ai-je dit. Et tu n'as jamais rien dit pendant 4 ans. Tu m'as juste laissé. J'y avais fait une promesse à ta mère, ai-je dit. Et puis elle est partie avant de pouvoir m'en libérer. C'est tout. Clémence a mis son visage dans ses mains. Elle a pleuré de la manière dont les gens pleurent lorsqu'ils libèrent quelque chose qui a été maintenu sous pression pendant longtemps. Pas avec élégance, pas discrètement, mais avec tout le poids de la chose. J'y ai tendu le bras à travers la table et j'y ai posé ma main sur son bras et je l'ai laissé là. Nous sommes restés ainsi pendant un moment. Lorsque Maître Nguyen est revenu, elle nous a détaillé les conditions financières. La succession de Daniel, principalement composée de ses actifs de retraite protégés et d'une police des assurances-vie qu'elle avait maintenue pendant 20 ans, totalisait 3,1 millions d'euros après impôts et frais administratifs. Les termes étaient clairs et avaient été rédigés avec sa précision caractéristique. 1,55 million d'euros pour Clémence, 1,55 million d'euros pour moi en parts égales. Clémence a regardé le chiffre puis m'a regardé. Elle avait prévu cela, a dit Clémence, pas de façon accusatrice, plus comme si elle reconnaissait quelque chose. Elle planifiait tout, ai-je dit. Elle l'a toujours fait. Est-ce que tu savais pour la succession? Je savais qu'elle m'avait laissé quelque chose. Je ne savais pas combien. Je ne savais pas pour la lettre. Clémence est restée silencieuse un moment. Elle s'est servie de la lecture du testament pour s'assurer que nous serions tous les deux dans la pièce, pour que nous devions l'entendre ensemble. Oui, ai-je dit. Clémence a presque souri à cela. C'était le plus petit des sourires, à peine un mouvement au coin de sa bouche. Mais je l'ai reconnu de la façon dont on reconnaît quelque chose qui était autrefois ordinaire et qui est devenu précieux. Elle avait la bouche de sa mère. C'est tellement elle, a-t-elle dit doucement. Nous avons signé les documents nécessaires. Maître Nguyen nous a expliqué le calendrier de versement. Toute la partie technique a pris moins d'1 heure, ce qui semblait disproportionnellement bref pour quelque chose qui avait mis des années à arriver. Quand nous avons quitté l'immeuble, la neige s'était calmée en quelque chose de plus léger, le genre qui flotte plutôt que de tomber. Nous sommes restés sur le trottoir ensemble un instant, ne sachant pas trop quelle chorégraphie adopter pour la suite. Clémence s'est tournée vers moi. Son col était toujours relevé contre le froid. J'y ai tellement de choses à te dire, a-t-elle dit. Je ne sais pas par où commencer. Tu n'as pas besoin de commencer aujourd'hui, lui ai-je dit. Non, a-t-elle dit. Je pense que je le dois. Elle a pris une inspiration. Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. J'y ai passé 4 ans à te blâmer pour quelque chose que tu as fait par amour. Et moi, Clémence, non, laisse-moi le dire. J'y ai besoin de le dire. Elle a dit. Tout. Debout sur un trottoir à Lyon en février, la neige se déposant sur ses épaules. Cela a pris quelques minutes. J'y ai écouté chaque mot. Quand elle a fini, je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'excuser. Qu'elle avait aimé sa mère et avait voulu quelqu'un à blâmer et que j'y avais été là et que je l'avais laissé faire. Que c'était le choix que j'y avais fait, de la même façon que sa mère et moi avions fait des choix ensemble tout au long de notre vie et que je ne le regrettais pas. J'y ai des petits-enfants que j'y aimerais rencontrer, cependant, ai-je ajouté. Clémence a laissé échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot, et m'a serré dans ses bras de la manière dont les enfants adultes serrent leurs parents lorsque la distance entre eux a enfin été franchie, un peu raide au début puis plus du tout. Philippe l'avait conduite. Il attendait dans une Peugeot 3008 grise au bout du pâté de maison. Elle lui a envoyé un SMS et il est venu et m'a serré la main en me regardant avec la chaleur prudente d'un homme qui a entendu une version d'une histoire pendant 4 ans et qui est maintenant en train de recalibrer. Je l'ai aimé immédiatement. Il avait un visage honnête. Nous sommes allés dans un bistrot à 2 rues de là et nous avons pris du café et des tartines et nous avons discuté pendant 2 heures. Clémence m'a montré des photos sur son téléphone de mes petits-enfants, Théo qui avait 6 ans et une petite fille nommée Léa qui venait d'en avoir 3. Léa avait les yeux de Daniel. Les voir a provoqué en moi quelque chose pour lequel je n'ai pas tout à fait de mots. Je suis rentré à Villeurbanne ce soir-là sous un ciel qui s'était enfin dégagé. La route était sèche et les lampadaires s'allumaient au-dessus de la ville et le Rhône coulait sombre et large à ma gauche, comme il le fait toujours, indifférent et énorme et tranquillement beau.
J'y ai pensé à Daniel. J'y ai pensé aux 14 mois qu'elle avait passé à composer et à réviser cette lettre, à l'affiner, en s'assurant qu'elle disait exactement ce qu'elle avait besoin de dire. J'y ai pensé à la façon dont elle avait su, même dans le dernier chapitre difficile, quelle devait être la conclusion correcte de l'histoire et comment elle l'avait organisée de la même façon qu'elle organisait tout, avec soin, délibérément et avec une vision à long terme. J'y ai pensé à ce que nous choisissons de porter et à ce que nous choisissons de déposer. Voici ce que je sais maintenant pour l'avoir vécu. Il y aura des moments dans votre vie où le coût de dire la vérité sera plus élevé que ce que vous pouvez vous permettre. Et parfois, les gens que vous aimez prendront des décisions dans ces moments-là qui semblent mauvaises de l'extérieur et qui sont en fait des actes de profonde dévotion. Avant de juger quelqu'un pour un échec, assurez-vous de savoir ce qu'il protégeait. Le silence n'est pas toujours de la lâcheté. Parfois, c'est le cadeau le plus cher qu'une personne puisse offrir à une autre. Et les secrets gardés par amour ont leur propre demi-vie. Ils ne durent pas éternellement. La vérité a une façon de remonter à la surface même quand nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour la maintenir au fond. Ce que ma femme avait compris, ce sur quoi je crois qu'elle comptait, c'était que la vérité ne nous détruirait pas quand elle arriverait enfin. Elle ferait le contraire. Elle nous rendrait l'un à l'autre. À tous ceux qui ont été blâmés pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait ou qu'ils n'ont pas fait de la manière dont l'histoire a été racontée, tenez bon. Pas parce que la justice est garantie. Elle ne l'est pas. Mais parce que la personne qui connaît toute votre vérité, c'est toujours vous-même et ce n'est pas une petite chose à porter jusqu'au matin. À tous ceux qui portent un secret qui vous coûte plus que prévu, écrivez la lettre. Laissez une trace. Et n'attendez pas le bon moment car le bon moment a une façon de ne pas arriver. Dites-le tant que vous le pouvez. Dites-le clairement. Et à ma fille, merci pour le café. Merci pour les photographies. Merci d'avoir dit ce que tu as dit sur le trottoir. Je te verrai dimanche prochain. Et on m'a dit que Léa aime dessiner, alors j'y apporterai les bons crayons de couleur. Cela me suffit. Cette histoire nous rappelle que les apparences sont souvent trompeuses et que les sacrifices les plus profonds sont ceux qui restent dans l'ombre. Dans notre société actuelle où tout doit être exposé et justifié immédiatement, le choix de Gérard de porter le blâme par amour pour sa femme est d'une noblesse rare. Cela nous pousse à réfléchir sur la communication au sein de la famille et sur les fardeaux que nous imposons parfois à nos proches en voulant les protéger. La réconciliation finale entre Gérard et Clémence montre qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les liens brisés, même si le chemin est long et douloureux. C'est une leçon de patience et d'intégrité. Et vous, seriez-vous prêt à sacrifier votre réputation et votre carrière pour protéger la personne que vous aimez d'une erreur judiciaire ou d'un scandale financier? Avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a totalement changé votre perception d'un de vos parents? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, cela m'intéresse beaucoup de vous lire.